Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Ludo Obraniak, ancien footballeur international polonais. Comment ça va, Ludo? Bah écoute, ça va pas si mal, au vu de ce qui se passe actuellement et les gens qui sont en première ligne, qui sont sur le front, je dirais qu'on est des privilégiés, donc on va pas se plaindre. On voulait revenir aujourd'hui sur ton quotidien avec toi, bien sûr revenir sur ton après-carrière, mais bien sûr revenir sur les faits marquants de cette carrière qui a duré plusieurs années. Tout d'abord, comment se passe ton confinement, Ludo? Écoute, ça va, bon, c'est toujours difficile d'être, confiné quand tu as 3 enfants en bas âge, mais bon, faut trouver des combines, c'est pas simple. Je te dis, c'est un peu Jurassic Park à la maison, donc mais bon, on fait comme on peut. Ils accaparent beaucoup de temps parce que, notamment la petite dernière de 2 ans, elle a besoin de beaucoup d'attention. Donc il est très difficile de trouver un peu de temps pour soi, mais du coup, je profite des siestes, et le soir, on les met au lit assez tôt, comme ça, on peut profiter un peu, ma femme et moi. Je voulais savoir. Surtout, ouais, je refais un peu de sport aussi, un peu de sport parce que, en fait, ce confinement, il permet aussi de faire un peu le point sur plein de choses, de réfléchir. Et je me dis que le bon sens est en train de revenir. À l'arrêt de ma carrière, j'avais décidé d'arrêter un peu le sport parce que j'avais plus trop d'envie particulière, ni de courir ni rien. Mais finalement, quand tu fais des restos tous les jours, tu te dis que c'est assez logique d'avoir pris facilement 15 kilos, quoi. Donc, le bon sens veut que tu reviennes à faire un peu de sport tous les jours. Donc, c'est ce que je fais. Je me remets au sport, j'essaye de perdre un peu de poids et de me remettre en bonne santé. Du coup, c'est quoi? C'est footing autour de la maison ou des simples exercices? Ouais, bah, je respecte, hein, dans le 1 kilomètre autour de la maison, j'ai un espèce de parcours, qui fait une dizaine de kilomètres, en restant dans le rayon autorisé. J'ai aussi la chance d'avoir investi sur les gilets d'électrostimulation. Hmm. Donc j'ai un gilet de la marque Myofix, donc je peux me faire des séances, d'électrostimulation dans le jardin, pour rester actif, musculairement. On D'ailleurs, parle. ça se voit un peu. Regarde les pecs. Tu vois un peu? Tu vu? On voit, juste en dessous. Ça se voit, ça commence à se tracer, hein. Ouais, ouais, à un moment donné, j'étais devenu vraiment dégueulasse. Là, voilà, on revient à des choses un peu plus conformes. On parlait de tes enfants, je voulais revenir également sur ton enfance. À quel moment tu as commencé à jouer au foot? J'avais 4 ans et demi, 5 ans. En fait, j'habitais dans une résidence, dans la banlieue messine. Et il y avait pas mal de blocs, tu sais, avec plein d'immeubles. Hmm. Et en fait, à ce moment-là, moi, je vivais beaucoup chez ma grand-mère parce que ma mère bossait, donc c'était ma grand-mère qui me gardait. Et il y avait un petit voisin qui était un tout petit peu plus grand que moi. Et son papy, il jouait avec son papy tout le temps au foot en bas. Et ça s'est fait comme ça. En fait, j'allais jouer avec lui et le papy, et ça s'est lancé comme ça. Et lui, comme il était dans un club de foot, dans le petit club de foot de la, de la ville dans laquelle on vivait, c'était l'UL Plantière, à l'époque. Donc, assez rapidement, j'ai été prendre une licence à l'UL Plantière. C'est là que tout a commencé. Tu as des sportifs qui t'ont inspiré pour mener cette belle carrière. On rappelle que tu es passé par le FC Metz, le LOSC, Bordeaux, Werder Brême, un petit passage également en Turquie, Ouais, Maccabi Haïfa et ça. fini à la Auxerre. Est-ce qu'il y a un sportif ou peut-être un footballeur qui t'a inspiré pendant ton enfance pour mener cette belle carrière? Ah, il y a eu une époque, charnière, c'est les années, entre 90, on va dire, allez, milieu des années 90, et jusqu'à 2000. Les faits marquants pour moi, c'est, bah, la victoire de Marseille en coupe d'Europe, en Champions League en 93, la coupe du monde 94 qui pour moi a été l'élément déclencheur, et notamment, la vision des gauchers. Vu que moi j'étais gaucher, donc les Risto Stoïkov, les Jorge Hagi et toute la clique, voilà, m'ont particulièrement marqué, ces joueurs-là. Baggio avec l'Italie. Enfin voilà, j'ai été profondément marqué par la Coupe du Monde 94, puis celle de 98 aussi, bah, qui a marqué notre génération. Donc voilà, le lancement se fait vraiment. Et puis non, sans oublier aussi, moi je suis originaire de la ville de Metz. Metz 98, c'était assez exceptionnel. Pires, Mérieux, Bruno Rodriguez,
Casten, Rigo Song, tout ça, Blanchard. Ils font vice-champion, on perd le titre à la dernière seconde. But de Johan Lachor avec Lens. Et le mec, il a jamais mis une frappe au but de sa vie. Il va marquer un but à la 92e minute qui donne le titre à Lens au goal average. C'est un grand moment à la fois de joie et de tristesse parce que en tant que supporter du FC Metz, à l'époque, on n'avait jamais vécu ça. C'était exceptionnel. On voit que tu as bien suivi. On rappelle aujourd'hui, maintenant, tu es consultant pour l'équipe. Est-ce que pendant tes années de footballeur, on voit que voilà, tu te rappelles de beaucoup de faits marquants durant les années 90-2000 et j'imagine bien sûr également 2000-2020, les années où tu étais principalement sur le terrain. Ouais. Est-ce que tu savais à ce moment-là, ou à un moment tu te disais j'ai envie d'être consultant, ou c'est venu vraiment sur la fin de carrière? Jamais. J'ai jamais pensé être consultant, honnêtement. Déjà, quand tu es en carrière, tu ne penses pas spontanément tout de suite à l'après. Moi, j'ai commencé à y penser quand ma carrière a commencé à être un peu sur le déclin, approchant des 32 ans. Lorsque je suis parti du Maccabi Haïfa et que je suis arrivé à Auxerre, je savais pertinemment que c'était mon dernier contrat. Alors après, les choses se sont précipitées. Je ne pensais pas arrêter si tôt, mais la situation sportive a fait que j'en ai eu marre et je m'étais dit que si un matin je traînais les pieds pour aller à l'entraînement, ce qui m'était jamais arrivé en 17 ans de carrière, c'est que ça sentait la fin et c'est arrivé un matin après que Pablo Correa soit arrivé à Auxerre. Je savais déjà que ça serait compliqué de pouvoir travailler avec lui, mais ça s'est confirmé à la première rencontre que l'on a eue. Et à partir de là, je savais que pour moi, les 4 derniers mois seraient les 4 derniers mois. Donc, à partir de là, j'ai eu la chance, moi, de pouvoir tout de suite enquiller sur. En fait, j'ai eu la chance de faire l'émission Le Vestiaire avec RMC dans ce laps de temps-là. Et je sais pas, ils m'ont trouvé bon ou pertinent. Et comme ça faisait plusieurs fois qu'on faisait des trucs ensemble, ils avaient vu que je jouais plus les 4 derniers mois. J'avais dit que je jouais plus, enfin, j'étais plus avec l'équipe première. Je m'entraînais avec la CFA et David Carré, qui était mon ancien entraîneur à Metz. Et donc, ils m'ont proposé de faire l'after en tant qu'animateur, enfin animateur avec les 3 joueurs, tu sais, et l'invité. Donc, j'ai fait entre 5 et 10 apparitions pendant ce laps de temps-là. Et puis, j'ai essayé de trouver, moi, un challenge en Ligue 1 pendant l'été. Ça ne s'est pas concrétisé. Et donc, RMC m'a proposé de les rejoindre et notamment d'intégrer l'after-foot. Voilà, ça s'est fait comme ça. C'est une superbe transition quand même parce que ça te permet de rester dans le monde du football. Exactement. Et bien sûr, j'imagine que c'est ta passion première. Mais je voulais évoquer avec toi aujourd'hui, est-ce que tu as une passion à nous partager en dehors du foot? Je suis amateur d'art. Je sais pas si tu le savais, mais ouais, je m'intéresse beaucoup. Ça me passionne. Et puis, j'en ai fait aussi une petite activité, puisqu'il m'arrive d'acheter, de revendre. Donc voilà, c'est devenu aussi. J'ai poussé un petit peu le simple fait d'être passionné. J'ai aussi la gastronomie, l'œnologie. Aussi, je me passionne beaucoup pour ça. J'ai eu la chance de tomber sur des gens qui m'ont enseigné pas mal de choses. Donc, je prends toujours beaucoup de plaisir à déguster une bonne bouteille en mangeant un bon repas. C'est grâce à ton passage à Bordeaux, j'imagine, non? Pas que. Pas que. L'initiation, figure-toi, c'est beaucoup faite à Lille. À Lille, on trouve beaucoup de bars à vin, même plus qu'à Bordeaux, je pense. Ce qui est assez paradoxal. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui s'appelle Anthony Chevalier, qui est devenu mon ami et qui a un club d'œnologie et cigares à Lille. Et donc, il m'a initié au fil des années à cet enseignement-là. Et puis, il avait un de ses meilleurs amis qui était bordelais, qui est un des plus grands œnologues bordelais, qui est Stéphane de Renoncourt. Et donc, le passage de témoin s'est fait quand j'ai signé à Bordeaux. Et donc, j'ai continué mon enseignement avec ce deuxième personnage-là. Donc, et puis, après, avec Jussier et d'autres joueurs, on a entretenu le truc. D'ailleurs, Jussier a aujourd'hui encore une boîte de vin à l'export pour le Brésil. Donc, ouais, le vin a pris une part importante dans ma vie. Ouais. C'est vrai qu'on a également Benjamin Nivet qui s'est lancé là-dedans.
Ouais. Si je me trompe pas, j'ai vu ça. C'est vrai que Mm. beaucoup de vin rouge, j'imagine, à la maison, du coup, beaucoup de belles bouteilles. Écoute, j'ai eu la chance de remplir la cave avant le confinement, donc de faire un petit réassort. Donc honnêtement, là, on est bien, tu vois. Petit Pouligny-Montrachet hier soir. Il y a 2 jours, une petite bonne Romanée. Enfin voilà, c'est des petits plaisirs. On boude pas ces petits plaisirs-là. C'est important, surtout que tu as repris le sport, donc tu peux te permettre, bien sûr, Oui, exactement. de boire le soir sans aucun problème avec un bel. Il vaut mieux boire un verre de vin qu'un verre de coca. Exactement. Tout à fait d'accord. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, justement, peut-être que cette passion aurait pu occuper une place plus importante dans ta vie si tu n'étais pas devenu footballeur professionnel? Quel métier aurais-tu pu faire? Je me suis jamais posé la question pour tout te dire. Ça a toujours été une évidence pour moi que j'allais faire footballeur professionnel. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Même quand j'étais plus jeune à l'école, tu sais, quand en CP, là, tu dois à la rentrée des classes, ils te demandent qu'est-ce que vous voulez faire comme métier. Et moi, je mettais footballeur professionnel. La professeure, elle venait toujours te voir en te disant non, mais autre chose. Footballeur, c'est pas un métier, footballeur. Je dis si, moi, je vais. Et moi, tu sais, têtu, j'étais déjà cabochard, tu sais, à l'époque. Non, non, moi je veux faire ça, je ferai ça. Et même dans les moments de doute, quand j'ai eu 14-15 ans, où ça a été un peu compliqué, mais jamais je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire si je ne fais pas footballeur? C'est toujours apparu comme une évidence pour moi. Tu parlais de ton enfance à l'école. Quel genre d'élève étais-tu justement pendant ces années de primaire, de collège? Écoute, doué mais feignant, donc le minimum syndical à l'époque au centre de formation et de préformation, fallait avoir la moyenne, enfin fallait avoir, allez, moi j'avais 12, je faisais un tout petit peu au-dessus de la moyenne, mais j'avais des capacités à faire plus. Mais je faisais le nécessaire pour que tout le monde soit content et qu'on me laisse faire du foot tranquillement. Voilà. J'imagine également pendant ce confinement que avec ta femme, tu disais tout à l'heure, tu regardes beaucoup de séries, beaucoup de films après avoir bu une belle bouteille. Mhm. Ou est-ce que vous avez une autre activité avec les enfants? J'imagine les enfants également des dessins animés. Écoute, ouais, les enfants accaparent beaucoup de temps, mais écoute, pour qu'ils me lâchent un peu les baskets, j'avais décidé d'interdire les consoles, de bannir les consoles de la maison. Et là, confinement oblige, j'ai craqué. Donc, j'ai pas acheté les consoles, là, les Switch, les trucs là, récentes. J'ai pris les consoles rétro. Ok. Tu sais, les trucs là où maintenant tu as les jeux de la Super Nintendo, de la Nintendo, de la Sega Mega Drive. Donc, tu as un petit boîtier avec 16 000 anciens jeux, les premiers Mario Bros, les premiers Mario Kart, les premiers Final Fantasy, les premiers Zelda. Donc, voilà, je préfère qu'ils commencent avec de la 2D. Ils ont l'air de bien s'amuser avec ça, ouais. Tu peux jouer avec eux du coup. Ouais, bah, je vais me gêner, tiens. Mais pour être honnête avec toi, j'ai tellement de travail c'est-à-dire que le temps, il passe beaucoup. Je joue aux jeux de société, on fait des activités dans le jardin, on fait plein de choses. Donc la journée passe assez vite en fait. Et le reste du temps, j'essaye de le passer à me cultiver davantage sur le plan footballistique en lisant. Là, je suis sur le bouquin de la pyramide inversée, qui est un bouquin particulièrement intéressant sur l'histoire du football. Voilà, j'essaye en tant que consultant, de devenir un meilleur consultant en ayant un bagage encore plus élargi. Est-ce que pendant ce confinement, tu as été également nominé sur des challenges comme beaucoup de footballeurs, comme beaucoup de sportifs sur les réseaux sociaux? C'est ça, bah, ça m'arrive, mais moi avec ma femme, on en a lancé un. C'est le hashtag lunettes roses, la vie en rose. C'est-à-dire que bon, bah, malgré le confinement, bon, on peut se dire qu'on peut voir les choses du bon côté. Donc c'est le challenge où tu trouves des lunettes roses sur Snap. Et tu trouves la musique, celle de La Vie en Rose qui te plaît, et puis tu nomines 3 personnes comme ça, et puis c'est un espèce de message de soutien et de garder énergétiquement la bonne humeur, la bonne attitude, parce que, tu vois, même chez moi, là, aux alentours, putain, ça gueule hein, partout. Hein. Les gens, ils deviennent fous. Hein. Les gens, ils deviennent fous, ça crie, ça s'engueule, ça crie après les gamins et tout, c'est la folie. Ah, Donc, donc voilà, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire un petit truc.
Donc ça circule pas mal. Il y a pas mal de gens qui relaient. Si tu veux le faire, avec grand plaisir. Allez, on va tenter. J'ai vu que tu Ouais, avais nominé des personnes d'ailleurs hier. Je vais m'y ouais, mettre. vas-y, allez. Tu parlais d'ambiance, peut-être dans ton village, dans ta ville, avec les enfants, ça crie partout. Ça peut peut-être te rappeler les ambiances que tu as pu connaître dans différents stades parmi lesquels tu as pu jouer. Mhm. Si aujourd'hui, tu devais retenir le stade qui t'a procuré le plus d'émotions, qui t'a le plus impressionné, ce serait Fenerbahçe. Fenerbahçe. Fenerbahçe, sans Ouais. hésiter. Je crois que c'était en quart de finale, ou huitième ou quart de finale. Non, je dis une connerie. 32e de finale de l'Europa League à Fenerbahçe, match retour. Il me semble on gagne 2-1 à la maison. Ils ouvrent le score. Et en fait, le stade était interdit aux hommes. Il y avait un espèce de huis clos pour les hommes. Et donc, il n'y avait que des femmes et des enfants. Le stade était rempli de femmes et d'enfants. Et il y avait une ambiance, mais tu peux même pas t'imaginer. À un moment donné, quand ils ont marqué sur la fin, ça chante. C'est la première fois que j'avais mal au tympan, tellement ça faisait du bruit. Et on marque à la 88e minute, il me semble, sur un coup franc. Adil, il marque de la tête. On égalise et là, on éteint le stade en 2 secondes. On a fait up and down. Quoi, tu vois, c'était incroyable. Et tu vois, pourtant, j'ai fait d'autres stades, hein, San Siro, Anfield et tout, mais disons que la plus grosse ambiance qui m'était été donnée de voir, c'est à Fenerbahçe. Bien sûr, parmi tous ces matchs que tu as pu faire, tu as côtoyé beaucoup, beaucoup de joueurs, autant avec toi, bien sûr, mais aussi que tu as affronté. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné? Bon, il y en a beaucoup, hein. C'était Franck Ribéry à Metz, ça a été Eden Hazard à Lille. Je suis tombé aussi sur Yossi Benayoun, qui était un drôle de joueur et un drôle de personnage au Maccabi Haïfa. J'ai eu la chance de jouer avec Pat Kluivert, Michel Bastos, Gervinho, enfin j'en passe et des meilleurs, hein. On a joué avec des bons quand même, tu vois. Donc, ouais, bah, pour ne citer que, hein, pour ne citer que. Pour revenir sur le confinement, j'imagine que bien sûr le sport te manque beaucoup, comme tout passionné qu'on est. Qu'est-ce qui te manque le plus pendant ce confinement? De regarder des matchs. Regarder des matchs, si tu veux. J'étais arrivé à un point, après 17 ans de carrière, j'en avais un peu ma claque. Donc, si tu veux, le sport en lui-même, aller courir, faire un foot avec les potes, tout ça, ça me manque. Tu vois, le vide n'est pas encore là. Là, je le fais parce que pour des raisons de santé et je sais que j'ai besoin d'aller courir, c'est une nécessité. Je le fais pas avec un énorme plaisir. Par contre, regarder du foot, ça c'est un vraiment, je suis addict. Donc, c'est pour ça que le rôle de consultant me va comme un gant pour le moment. Mais ouais, j'ai besoin de regarder du foot à nouveau, quoi. Justement, en parlant de consultant, donc voilà, tu as quitté RMC, maintenant tu es chez l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette après-carrière et pour les années à venir? Écoute, il n'y a rien à me souhaiter. Pour l'instant, les choses suivent leur cours et on est sur la ligne directrice que je m'étais fixée. Donc, si tu veux, tout va bien pour moi. J'ai eu la chance qu'RMC me mette le pied à l'étrier dans une grande maison. J'ai la chance de continuer ce rôle de consultant. J'avais pas prévu de continuer, hein, parce que je voulais revenir proche des terrains ou des tribunes plus rapidement que prévu, mais ce rôle de consultant me fait hésiter sur l'avenir à court et à moyen terme, quoi. C'est-à-dire, à court terme, je sais que le rôle de consultant, ça va durer un petit moment. À moyen terme, je ne sais pas, parce que j'ai aussi l'envie de travailler dans un club, notamment en tant que directeur sportif. Et c'est aussi un des objectifs que je me suis fixé. Donc, mon cœur balance, mais pour l'instant, je prends énormément de plaisir à travailler à l'équipe et dans cette équipe, à l'équipe. Et consultant, pour l'instant, je me vois bien continuer un petit moment quand même. J'imagine bien sûr que tu vas vivre énormément de belles choses, beaucoup d'émotions comme tu as pu vivre sur le terrain. Quel est le meilleur souvenir de ta carrière? Bon, il y en a quelques-uns, mais je dirais que sur un plan personnel, le soir de la finale de la Coupe de France,
où j'ai la chance de marquer ce but vainqueur à quasiment la dernière minute. Ça a été. En fait, c'est l'enchaînement de la saison et toute la frustration. Et je suis passé en une soirée, en une saison, par énormément d'émotions différentes, de la joie, de la fierté, de la colère, presque de la haine par moment, du plaisir. Enfin, ça a été une année rocambolesque pour moi, mais ça, sur le plan personnel, c'est sûrement une de mes plus belles années. Donc oui, forcément ce but-là, parce il a une saveur particulière. En fait, c'est une trace indélébile que tu laisses. Tu resteras dans l'histoire d'un club. Tes petits-enfants le sauront, tes enfants le sauront, et voilà, ça sera perpétué parce que ton nom est associé à une victoire de Coupe de France, ce qui est pas rien. Surtout que tu pensais commencer le match et que tu commences sur le banc ce soir-là pour la Ah finale. ouais, ah ouais, j'avais une haine, je t'annonce. J'avais une paire de glandes, mais comme ça. Mais c'est ce qui a conditionné aussi tout le reste. C'est-à-dire que, en fait, j'avais une telle colère, une telle rage que j'ai réussi à la transformer en quelque chose de positif. J'avais à cœur de démontrer quelque chose, de prouver quelque chose à moi-même, mais aussi à l'entraîneur. Donc, en plus, il m'envoie m'échauffer à la 45e minute. Imagine le temps que j'ai eu pour ruminer les choses. Je rentre à la 84e minute. Et là, je suis une bombe à retardement. C'est-à-dire que là, faut absolument qu'en 5 minutes, il se passe quelque chose pour que je montre qui je suis, ce que je sais faire. Et bah, ça a été le cas, puisque en plus, avec le coup de pouce de la Providence, le coup franc là, je peux le retirer 1 million de fois, je le retire jamais de cette façon-là. Même si c'était ma façon de tirer, la trajectoire que prend le ballon, c'est incroyable. On aurait dit le tir de l'aigle dans l'école des champions, tu vois. C'est une belle histoire qui se finit Ouais. et justement, ça te permet de remporter justement ce trophée. Pour finir, j'ai l'habitude également de demander aux sportifs un petit message, bien sûr, pour le personnel soignant, pour finir l'interview. Ouais. On a beaucoup de messages adressés comme quoi il fallait bien rester à la maison, pour adresser aux Français comme quoi il fallait rester chez eux. Quel message aujourd'hui t'aimerais faire passer, toi, Ludo? Bah, qu'on les aime, quoi. Qu'on les aime et qu'on est derrière eux, qu'on les soutient comme on peut. Voilà, la moindre des choses, c'est d'essayer de respecter les consignes pour ne pas justement entasser les malades et ne pas les mettre dans le jus. Donc, eux on parlait de guerre, bah, eux, ils sont au front, quoi. Donc, on est fiers d'eux, on les soutient. J'ai aussi une pensée pour tous mes amis restaurateurs qui eux aussi sont dans une panade dans laquelle il va être très difficile de se dépêtrer. Eux vont peut-être souffrir encore davantage par rapport aux autres commerces ils vont peut-être réouvrir les derniers. Donc j'ai énormément d'amis de restaurateurs et j'ai aussi une grosse pensée pour eux et je leur souhaite beaucoup de courage et de patience dans ces moments difficiles. Mais il va arriver un moment où, tu sais, le risque zéro n'existera pas. Et beaucoup de gens vont commencer à devoir choisir entre la maladie ou la mort économique. Et c'est là où on va voir, parce que là, on est tous solidaires et on fait tous des trucs, ouais, tous en ci, tous en ça. Par contre, quand économiquement, ça va commencer à devenir chaud, c'est là où j'ai un peu plus peur et ça risque d'être un peu plus chacun pour sa peau, quoi. Et c'est pour ça que c'est un moment très difficile et que j'aimerais pas être à la place des gens du gouvernement. C'est que, ok, au niveau sanitaire et tout ça, il y a bien sûr, il faut faire le nécessaire pour que la santé avant tout. Mais si tu veux, il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, la santé, ça sera un luxe pour eux, quoi. Ils pourront plus se permettre, ils seront obligés de prendre un risque parce que ça sera une mort aussi économique. Quand tu as un business et que tu as 2 enfants, 3 enfants et que c'est ça qui nourrit des bouches, se pose aussi la question. Donc, bien sûr, tous confinés, mais je ne sais pas encore combien de temps parce que y a des gens qui sont en train de mourir à petit feu et ça aussi, faut bien le prendre en compte. En tout cas, un grand merci, Ludo, d'avoir partagé ton quotidien pendant ce confinement, d'être revenu, bien sûr, sur les faits marquants de ta carrière, Ouais. bien sûr, d'avoir évoqué ton activité de consultant et j'espère que ça va continuer. Et même si tu décides d'arrêter directeur Ça va, dans un club, ça va continuer, je te le confirme, un petit moment.
En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci bien sûr pour ce message, pour finir. Très beau et très lucide parce que c'est vrai qu'on vit dans une période là qui est vraiment compliquée. C'est du jamais vu. Hein. On espère vraiment que ça va pouvoir s'arranger. Bien sûr, on espère prochainement revoir du sport, revoir des matchs et bien sûr pouvoir débriefer comme on fait tous et on aime faire. Et bien sûr avec toi sur l'équipe. On sera là. On On sera là. sera là. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve Salut. prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Inside. Salut.